Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République a reçu hier matin à l'Élysée la famille de Samuel Paty et le président de la République a exprimé à cette famille endolorie, brisée, ses condoléances. Un hommage national sera rendu demain, 19h, à la Sorbonne. Pourquoi la Sorbonne ? C'est évidemment le lieu emblématique par excellence, le centre du savoir historiquement. C'est d'ailleurs une des universités les plus vieilles du monde. Et donc la Sorbonne, c'est l'incarnation de l'importance de ce qui se joue en ce moment même, c'est-à-dire le savoir, la transmission de savoir. Et derrière la transmission de savoir, il y a toujours la transmission des valeurs. Notre pays est attaché, depuis qu'existe la Sorbonne et depuis qu'il s'est développé, depuis qu'il est devenu ce pays que nous aimons tant, le pays de la connaissance, des lumières, du doute, du sens du progrès aussi. Ces valeurs-là sont derrière les enjeux de connaissance et donc la Sorbonne est emblématique de ce que finalement Samuel Paty incarne aujourd'hui. Le président de la République prononcera un discours, il remettra à titre posthume la Légion d'honneur à Samuel Paty, les palmes académiques aussi je crois. Oui, il sera fait commandeur des palmes académiques, là aussi c'est emblématique puisque c'est l'ordre qui va avec les professeurs, avec le monde de l'éducation et encore une fois son martyr de Samuel Paty, puisqu'il faut bien parler de cela, vaut bien que cette reconnaissance de son institution. Et à Conflans-Sainte-Honorine, cet après-midi, marche blanche en fin d'après-midi, aujourd'hui. Le lundi 2 novembre, ce sera la rentrée, Jean-Michel Blanquer. Jour de rentrée dans les collèges et lycées de France. Que se passera-t-il ce jour-là ? Alors nous y travaillons justement, nous savons évidemment ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est marquer le coup, pour le dire ainsi. Autrement dit, bien marquer la minute de silence, cela va de soi, mais aussi avoir tout un travail pédagogique vis-à-vis des élèves. Et nous voulons qu'il n'y ait aucun angle mort, que ce qui se passe dans toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées de France, sans exception, et que toute éventuelle perturbation de cela, évidemment, ça a été le cas après Charlie. Ça a été le cas, oui, même après le 11 septembre 2001. Même après le 11 septembre. Et après Charlie, bien sûr, après le Bataclan, il y a eu des phénomènes de ce genre. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Et ça ne sera pas le cas. D'abord, chaque élève sera sanctionné s'il y a manifestation pendant cette minute de silence. Bien sûr, mais même si c'est pas ça la porte d'entrée principale du sujet, bien sûr, mais bien sûr. C'est-à-dire que ce que nous devons faire pour la rentrée, c'est d'abord une véritable séquence éducative, que cette séquence éducative ait été conçue de manière consensuelle à l'éducation nationale, et je l'ai déjà dit, mais samedi matin, j'ai été vraiment très heureux de voir que l'ensemble des organisations syndicales étaient unies autour des enjeux de la République, autour des enjeux des Lumières, autour des enjeux de la transmission du savoir, et bien sûr autour des enjeux de la protection des professeurs. L'ensemble de ce qui se joue derrière cet assassinat, autrement dit, la protection de la République, et je dirais même la contre-offensive de la République, eh bien, doit être expliquée aux enfants. Pour cela, on a besoin d'une unité du monde adulte. Je l'ai beaucoup dit, autrement dit, les enfants et les adolescents ont besoin de voir que les adultes sont soudés sur ces sujets, quand ils défendent l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être le pays que nous sommes. Et cela se fera non seulement par les professeurs, mais aussi en associant d'autres forces vives de notre pays. Pensons à tous ceux pour qui la liberté d'expression est le métier. Les avocats, les journalistes et donc bien dans d'autres. Les collèges et lycées, si j'ai bien compris, minute de silence, mais bien au-delà, il y aura des débats ouverts et peut-être avec des personnalités extérieures qui viendront débattre, nourrir ces débats. Alors, les choses vont se préciser, mais on est dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit. Justement, nous sommes en train de le co-construire avec les partenaires de l'éducation nationale. Et ce que j'ai noté, c'est que ce qu'ils me demandaient, et ils ont bien raison, c'est un cadrage net, clair et précis de ce qui se passera. Et ce ne sera pas seulement une minute de silence, ce sera le moment de mettre les choses au point, d'être complètement net. Je crois l'avoir été pendant toutes les 3 années qui viennent de passer, être très net sur les enjeux de la laïcité, sur les enjeux des Lumières, sur les enjeux du respect du professeur. Et cette netteté doit se voir pas seulement de la part de la parole ministérielle, mais de la part de toute la société française. Pour rappeler que la loi de la République s'impose à toutes les autres lois. Bien entendu. Dans le cadre de l'école. Bien entendu. Ça devrait aller de soi. Pas que dans l'école, mais dans le cadre de l'école. Ça devrait aller de soi, mais ce sera... aller de soi. Mais puisque ça ne va pas tant de soi que cela, ce sera très affirmé. Et cela sera affirmé par les professeurs, mais pas seulement par les professeurs. Ils seront
l'ensemble des professeurs de France doivent sentir l'appui complet de la société française derrière eux dans ce moment-là, mais au-delà de ce moment-là, parce qu'il faut aussi éviter le côté feu de paille. Il faut que tout ceci s'inscrive dans la durée, dans la lignée de choses que je dis et demande depuis maintenant 3 ans et demi, mais qui commençaient à s'accomplir d'ailleurs à bien des égards. Mais maintenant, puisque il y a ce sursaut national par rapport à ce qui s'est passé, il faut que dès le lundi de la rentrée, cela se voit et qu'on voit que la force est du côté de la République et que c'est une force sereine, mais une force qui va contre les assassins. Dans les collèges et lycées, il y a des cours de consolidation du savoir, des cours de rattrapage aujourd'hui. J'ai l'impression que l'encadrement, les enseignants, c'est un peu perdu. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Que doivent-ils faire aujourd'hui? Déjà engager le débat? Parce que les élèves vont poser des questions, c'est certain. Bien sûr, à partir du moment où il y a question, il doit y avoir réponse, cela va de soi. Le vrai moment commun de la nation, ce sera le 2 novembre, et puis les jours suivants d'ailleurs, ça ne sera pas que sur une seule journée, mais alors qu'en ce moment, c'est plutôt le travail pédagogique et éducatif auquel les professeurs sont habitués avec les enseignants. Bien entendu, s'ils rencontrent un problème, je redis ce que je dis depuis que nous avons installé ce système, ils doivent signaler les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en matière de violation des principes de laïcité, et ils seront aidés par l'institution, accompagnés par l'institution. Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous demandez ce matin à tous les enseignants de collège et lycée de brandir les caricatures de Mahomet le 2 novembre prochain pour la rentrée, en signe de défense de la laïcité? Le sujet n'est pas de brandir, le sujet est que ça doit être normal de le faire. C'est normal de le faire. C'est pas, on ne doit pas en faire forcément l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire. En revanche, hors de question non plus de s'auto-censurer en quoi que ce soit. Les professeurs ont aussi une liberté pédagogique. Simplement, une des choses que l'on doit combattre, c'est la peur. N'oublions pas que ce que veulent les terroristes, par définition, c'est la terreur. Et donc, chaque fois qu'on se laisse gagner par la terreur, et parfois il y a matière, eh bien, d'une certaine façon, on leur donne en partie raison. Donc, mon rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, c'est important de le dire, parce que il y a aussi tout l'enjeu du périscolaire et de ce qui se passe dans le domaine sportif. Eh bien, mon rôle, c'est de conforter l'institution derrière chacun de ces acteurs pour que chacun ne se sente pas seul et sente que derrière, il y a toute la République et que donc la République est inébranlable. C'est pour moi fondamental et c'est très concret. Les 13 régions de France métropolitaine publieront un livre de caricatures politiques et religieuses distribué dans les lycées très vite, à partir du 2 novembre. Vous vous associez évidemment à cette initiative, j'imagine, l'Éducation nationale. Oui, c'est Renaud Muselier m'en a fait part, c'est une bonne idée. Et ce qui me paraît important aussi, c'est qu'on canalise toutes les idées qui vont exister, puisque, encore une fois, il faut un cadrage national, clair, net et fort. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au Conseil des sages de la laïcité de l'Éducation nationale de siéger en permanence à partir de maintenant, de façon à recevoir non seulement les organisations syndicales, les organisations des familles, des parents d'élèves, mais aussi toutes les parties prenantes de l'éducation nationale et les partenaires, de façon à recueillir un petit peu toutes les propositions des uns et des autres tout au long de cette semaine, de façon à justement à la fois canaliser, cristalliser les propositions, ce qui donnera lieu ensuite au document de cadrage pour le 2 novembre, de façon à ce que chaque professeur de France se sente avec une feuille de route claire et pas laissé simplement comme ça en face d'un problème sans avoir tout un appui pour cela. Ce matin, je pense aussi à Mila. Dans ce cadre-là, Mila, cette jeune fille qui est aujourd'hui dans une institution privée, un établissement privé, qui est obligée de se cacher pour vivre, qui est menacée. Bien sûr, vous avez raison. Oui, bien sûr, je prends des nouvelles indirectement très fréquemment. Notre premier devoir vis-à-vis de Mila, c'est sa protection, au titre de l'éducation ou au titre évidemment du ministère de l'Intérieur. C'est donc évidemment la première des choses à faire. La deuxième relève de la même logique que ce dont nous parlons depuis isolé le début. Pour avoir critiqué l'islam. Oui, ce qui est scandaleux. Caché pour avoir critiqué l'islam. Vous savez, depuis la fatwa contre Salman Rushdie, c'est cette logique-là qui est à l'œuvre, c'est-à-dire les logiques de fatwa, en effet. Et c'est
c'est ce qu'elle a vécu, c'est tout à fait ignoble, bien entendu. C'est pourquoi nous devons être évidemment tous solidaires de son cas, et donc de l'enjeu de la liberté d'expression, mais aussi de l'enjeu tout simplement d'une vie normale pour cette jeune fille. Et c'est évidemment, nous y travaillons chacun avec ses responsabilités. La sécurisation des établissements scolaires, là aussi, il y a des mesures qui vont être annoncées, ou vous pouvez faire plus, bien sûr, mieux. Alors, comment? On ne part pas de zéro, évidemment, puisqu'il y a un plan de sécurisation de chaque établissement scolaire en France. Simplement, nous allons, tout au long des vacances, bien réviser chacun d'entre eux pour être certain que c'est bien ajusté. Peut-être que ce sera renforcé dans certains cas. Et bien entendu, cette dimension-là est vue. Jean-Michel Blanquer, je voudrais revenir, non pas sur les faits, on les connaît, hein, le cours de Samuel Paty, ses élèves. D'abord, quelques précisions qui sont utiles. Est-ce que le professeur a proposé aux élèves de fermer les yeux ou de sortir ? Il y a eu quelque chose qui ressemblait à cela, mais n'oublions pas, quand on parle de ce point-là, que c'est le premier temps de cette affaire, ce qui est un premier temps presque anodin, c'est-à-dire que c'est une première affaire qui en réalité a été résolue, c'est-à-dire le professeur a parlé avec les élèves et les parents d'élèves, avec l'aide de nos équipes de l'éducation nationale, et tout ceci s'est bien passé. Et donc il y a une deuxième affaire, qui est la vraie affaire, qui s'est greffée là-dessus. Ce qu'on comprend bien maintenant, c'est que vous avez des gens extrémistes, et pire qu'extrémistes, radicaux, assassins, qui se sont greffés là-dessus et qui cherchaient à faire une histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait au travers de leurs vidéos qui a mené... D'abord, c'est une mère d'élèves qui a contacté le collège, pour dire ma fille a été mise à l'écart dans le couloir sous le prétexte qu'elle était musulmane. Tout est parti de là. Ce qui est une sorte de premier malentendu, dont on donnera tous les détails après ce que l'inspection générale que j'ai envoyée, puisqu'elle est en train de reconstituer tout cela. Mais je tiens à signaler que cette partie-là, qui est le début, est une partie qui en quelque sorte avait été réglé et à la satisfaction de M. Mais la principale du collège a dû contacter, ou a contacté, de sa propre initiative, les référents laïcité de l'éducation nationale. C'est bien cela. Tout à fait. C'est d'ailleurs le système qu'on a mis en place. Qui sont allés sur place, à la rencontre du professeur. Que lui ont-ils dit ? Ils l'ont soutenu d'abord. Ils ont apporté leur soutien du début à la fin. C'est la chose que j'ai vérifiée. Bien entendu, on aura parce qu'il a été dit ou écrit beaucoup de choses autour de... oui, parce que, si vous voulez... De l'intervention de l'éducation nationale. Il a été dit beaucoup de choses, de bonne foi ou de mauvaise foi. De bonne foi, parce que beaucoup de gens ont intégré une logique qui a pu exister dans le passé et dont il peut y avoir encore des traces aujourd'hui, je ne le nie pas. Cette fameuse logique du pas de vague, c'est-à-dire faire en sorte qu'on étouffe les problèmes. Ça, bien sûr, ça a sans doute en partie beaucoup existé à une certaine période. Depuis que je suis là, je n'ai cessé de le dire, et je le redis à votre micro, ce n'est pas la logique que je demande. Et je l'ai dit dès le premier jour de mon arrivée. Je n'ai jamais été pour le pas de vague, j'ai mis sur place un système de signalement. À telle enseigne qu'on le voit à l'œuvre dans cette affaire, malheureusement. C'est-à-dire, on voit bien que, dès le début, le professeur et la principale ont ce réflexe de faire appel à cette équipe. Et cette équipe, je le redis, a soutenu. Alors, des gens de bonne foi... Jamais aucune sanction n'a été envisagée contre l'enseignant. Mais bien sûr que non. Jamais. Ceux qui disent cela, peut-être que certains l'ont dit de bonne foi, mais vous savez quelle est l'origine de cette supposition ? C'est la vidéo faite par le père de cet élève, autrement dit l'homme qui est à l'origine de cet assassinat. Dans cette vidéo, il dit, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais c'est l'inspection va sévir contre cet homme. Mais bien entendu que c'était un affreux mensonge, ignoble lui aussi. Et donc on ne va pas se référer aux paroles de quelqu'un qui est à l'origine d'un assassinat pour établir les faits quand même. Et donc, bien sûr que non. Et de toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire est corroboré par des choses tout à fait vérifiables. Ceci étant, encore une fois, j'ai envoyé l'inspection générale. Commission d'enquête de Marine Le Pen. Je suis ouvert à tout ce que l'on voudra. Vous savez, s'il y a bien, vous savez, ça fait. Je vais vous parler très nettement là-dessus. Allez-y. Ça fait 3 ans et demi que je parle de ça. Et j'ai parfois parlé sous les colibés. C'est vrai. J'ai parfois Ici même d'ailleurs. J'ai parfois parlé à votre micro notamment sous les tomates, sous les colibés. C'est pas pour maintenant entendre certains qui n'étaient pas à ce rendez-vous de la lucidité sur les enjeux du fondamentalisme islamiste de maintenant me donner quelques leçons que ce soit. D'autant plus que quand vous analysez ce qui s'est passé avec le soutien à M. Paty, il y a eu le déroulement justement d'un soutien institutionnel. Bien sûr, personne ne pouvait prévoir qu'il y allait avoir ensuite un assassinat. Donc il n'y avait aucune raison de placer Samuel Paty sous protection. Ça, c'est l'enquête qui le déterminera. C'est l'enquête qui le déterminera. Je n'irai pas jusqu'à dire cela. C'est-à-dire que ce que je vous dis, si je me résume, ce que je vous dis, c'est que, en une minute, c'est premièrement, vous avez une première affaire
relativement anodine, qui requiert néanmoins le soutien de l'institution à M. Paty. C'est ce qui s'est passé. Cette première affaire, en quelque sorte, est résolue grâce au professionnalisme de la principale et de ses équipes et de M. Paty. Elle est résolue, avec les parents d'élèves concernés. Ensuite, vous avez d'autres parents d'élèves, d'une jeune fille qui n'était pas dans ce cours, laquelle jeune fille avait été exclue pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais comme ces gens-là sont des menteurs, et même beaucoup plus que des menteurs, eh bien, ils ont prétendu qu'elle avait été exclue à cause de cette histoire. Et ensuite, ils ont fait cette vidéo pour exciter les gens, et cette excitation, c'était finalement un appel à la violence, laquelle a débouché sur cet assassinat. C'est ça l'enchaînement des faits, quand on veut les résumer. Donc surtout, ne nous laissons pas manipuler par ces gens, et au contraire, voyons que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une protection de l'institution. Finalement, M. Paty a déposé plainte, accompagné par la principale du collège. Il a déposé plainte pour ce qui s'était passé, c'est-à-dire diffamation. Il n'y avait pas eu, que je sache, de menace de mort. Maintenant, à partir du moment où il dépose plainte le mardi, est-ce qu'il aurait fallu qu'il se passe plus de protection? C'est possible, je n'en sais rien, mais c'est ce qu'il faut regarder maintenant. Et les élèves, des élèves du collège ont désigné M. Paty à l'assassin contre des sommes d'argent, vous confirmez? Là, je ne veux pas empiéter sur le travail de l'autorité judiciaire. Il y a des éléments qui laissent penser cela. Nous verrons si cela, c'est évidemment d'une gravité extrême, et ça dit quelque chose de la pénétration d'une certaine vision du monde, y compris chez les plus jeunes. Et c'est bien ça le problème, c'est l'influence qu'exercent ces réseaux radicaux, et de façon générale l'islamisme fondamentaliste au travers des réseaux sociaux et puis aussi de certaines structures sur notre jeunesse. Dans la loi séparatisme, défense de la laïcité, qui sera présentée le 9 décembre, est-ce que vous allez faire de nouvelles propositions? Nouvelle proposition, non, vous avez déjà pensé à l'interdiction de la scolarisation à domicile. Vous maintenez? Bien sûr. Vous maintenez cela? Plus que jamais. Sauf exception. Bien sûr. Contrôle évidemment beaucoup plus strict de toutes les écoles hors contrat. Ce que nous faisons déjà. Ce que vous faites déjà. Parce que j'ai empêché des ouvertures d'écoles, on a fait des fermetures. Simplement, ce que nous prévoyons, c'est désormais d'avoir la fermeture administrative, c'est-à-dire on n'a pas à attendre un procès. On pourra fermer, sur demande du ministre, une structure islamiste de ce type. Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous, parce que je sais que vous le souhaitiez, est-ce que vous demandez l'interdiction du port du voile par des mères d'élèves en sortie scolaire? Non, pour le coup, ça n'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous savez, mon positionnement sur cette question, mon positionnement, c'est la laïcité. La laïcité, ça signifie qu'à l'intérieur de l'enceinte scolaire, on ne doit pas avoir de signes ostentatoires. Dans l'enceinte scolaire, on ne doit pas montrer de manière ostentatoire sa religion, on ne doit pas non plus montrer son argent, on ne doit pas rentrer dans tout ce qui finalement empêche la vie commune d'être sobre et normale, et tout ce qui crée de la pression sur autrui. Le sujet des sorties a toujours été quelque chose d'ambivalent, puisque c'est à la fois du temps scolaire, donc les règles que je suis en train de dire devraient valoir, mais c'est pas non plus de l'espace scolaire, et c'est des personnes qui sont des bénévoles. Donc ça pose un problème, on peut argumenter dans les deux sens. Donc ce sujet-là, franchement, on n'est pas au cœur de la question. En revanche, être capable d'en finir rapidement, sans avoir de la chicaya juridique sur les fermetures de structures qui vont à l'encontre des droits de l'enfant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de défendre la République, et bien sûr nous la défendons bec et ongle, mais il faut aussi défendre les droits de l'enfant, ça va ensemble. Autrement dit, quand vous mettez une petite fille de 3 ans dans un hangar, voilée de la tête aux pieds, pour l'endoctriner avec des théories fondamentalistes, bien sûr que non seulement vous faites courir un risque à la République, mais en plus, et je dirais de la même façon, vous violez des droits de l'enfant. Et donc nous devons les protéger, non pas en attendant la Saint-Glinglin, mais en ayant les moyens juridiques d'agir. Tous ceux qui disent le contraire, tous ceux qui veulent toujours, pour paraître de belles âmes, empêcher d'agir l'État sur ces questions, en réalité, eh bien, ils empêchent l'efficacité d'une lutte pour les droits de l'enfant. Donc le vrai progressisme, le vrai humanisme, il est de savoir empêcher ces choses-là, et c'est ce que je m'emploie à faire depuis 3 ans, et que nous devons faire avec plus de moyens juridiques au travers de cette loi, qui n'est pas la première étape. Je ne veux pas laisser croire que depuis 3 ans, on n'aurait rien fait là-dessus. On a énormément progressé. Bien sûr, il y a une telle pente à remonter qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je pense beaucoup aux enseignants. Certains s'autocensurent.
D'autres ne veulent pas de vagues. Certains ne parlent plus du Coran. D'autres se sentent désarmés. Ce métier d'enseignant est-il devenu un métier dangereux, Jean-Michel Blanquer? Je pense que ils sont confrontés à tout. Ils sont confrontés. Tiens, je regardais, j'ai listé certificat d'allergie au chlore pour dispenser une fille de piscine. Vous le savez, colère de parents et d'élèves après des cours de sciences sur la sexualité, par exemple, après des cours sur les infections sexuellement transmissibles. Contestation de la mixité en classe. Il y a même en maternelle des petits garçons qui ne s'assoient plus à côté de petites filles. Ça existe, Jean-Michel Blanquer. Et souvenez-vous que j'ai dit ce que vous venez de dire. Oui. Quand je l'ai dit, il y a eu des émissions de télévision, des émissions de radio pour se moquer de moi, pour dire que ce que je disais n'était pas vrai. Alors, vous savez, ça me fait parfois un peu bizarre d'entendre aujourd'hui, par exemple, ce que vous venez de dire, comme si moi-même, je ne l'avais pas vu, je l'ai très bien vu, je sais que tout ce que vous dites est exact, et deux, comme si je n'avais pas agi. Nous avons évidemment agi sur le sujet. Je n'ai jamais prétendu que nous réussissions à résoudre tous les problèmes du premier coup. Mais tout ceci dépend non seulement de moi, mais évidemment pas de moi seul, ça dépend de la mobilisation générale. Et pour ça, et je vais à la racine de votre question, évidemment que nous devons lutter contre la peur. Évidemment qu'elle peut se comprendre. Moi, je ne. Mais les enseignants disent nous ne sommes pas suffisamment soutenus, aidés pour enseigner la laïcité, par exemple. Alors d'abord, nous avons mis en place toute une série de mécanismes de soutien, ce que je vous disais. Nous avons mis en place des normes de référence. J'ai créé ce Conseil des sages de la laïcité, qui a fait le vadémécum de la laïcité. Nos auditeurs peuvent le lire sur notre site internet. Ce vadémécum est désormais la référence de l'éducation nationale, pour qu'il n'y ait pas de flou. Ensuite, vous avez les équipes laïcité, c'est celles dont nous parlions tout à l'heure, elles interviennent dès qu'elles sont appelées. Ensuite, maintenant, nous avons un numéro vert pour les enseignants, et d'ailleurs toute personne qui veut signaler un problème. Ce système de signalement s'est mis en place et nous a permis, l'année dernière, d'avoir 935 signalements de ce type et des actions correspondant à ces signalements. Bien sûr, on doit aller plus loin parce qu'il reste ce que vous avez dit, c'est-à-dire des formes d'autocensure. Parfois, les gens ne savent pas, n'ont pas compris encore que l'institution s'était mise dans ce volontarisme depuis 3 ans. Donc, le message, c'est celui que je passe sans arrêt, que je passe encore plus en ce moment, c'est-à-dire non, vous n'êtes pas seul, oui, vous serez soutenu, et si vous rencontrez une exception à ce que je suis en train de dire, signalez-la, parce que ça n'est pas la volonté ministérielle que de vous laisser seul face à ces sujets. Est-ce qu'il faut renforcer certains cours Bien sûr. Alors les cours des professeurs d'histoire-géographie qui enseignent l'éducation morale et civique. Les professeurs d'histoire-géographie. La laïcité. Est-ce qu'on pourrait faire de la laïcité une matière à part entière? Il faut l'intégrer. La laïcité, d'une part, ça doit s'intégrer dans l'éducation morale et civique, d'une part, et d'autre part, elle doit être vécue. Il s'agit non seulement d'avoir des enseignements, disons, théoriques, mais d'avoir aussi une vie pratique correspondant à la laïcité, y compris à la récréation, à la cantine, etc. Donc la laïcité, c'est pas il n'y a pas une heure de laïcité, c'est tout le temps la laïcité. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas laisser simplement les professeurs d'histoire-géographie, qui était la discipline de M. Paty, seuls face à ce sujet. Je salue les professeurs d'histoire-géographie qui font un très gros travail là-dessus, et donc vous savez qu'ils ont l'éducation morale et civique la plupart du temps en charge. Et donc, nous y réfléchissons, et je vais en discuter avec tous les partenaires, voir comment aussi mieux répartir cela, de façon à ce que les enjeux d'éducation morale et civique soient assumés par l'ensemble de l'institution, et pas seulement dans le cours d'éducation morale et civique. Il faut aussi s'assurer que ce cours a bien lieu, parce que parfois il est mangé par l'heure d'histoire ou de géographie. Donc je suis très conscient de cela. On avait déjà un peu révisé, grâce au Conseil supérieur des programmes, des éléments en la matière. On va encore aller plus loin. Ça va aussi de pair avec un plus grand engagement des collégiens et des lycéens. Nous allons plus encourager et reconnaître l'engagement civique des lycéens. C'est vrai au travers, par exemple, des cadets de la République. Vous savez, quand on travaille avec la gendarmerie, avec la police, avec l'armée, pour que les enfants aient des expériences qui leur permettent de comprendre l'esprit de défense, le sens de l'esprit national. Il y a aussi le secourisme, il y a tout ce qui peut être fait pour le développement durable. Tous ces sujets, pour le sport aussi, tous ces sujets, ce sont ces sujets qui permettent aux adolescents d'abord d'avoir des occupations pertinentes, de donner un sens à leur engagement et que cet engagement soit reconnu. Donc j'envisage par exemple qu'au brevet, où nous avons déjà mis l'éducation morale et civique, nous mettions une reconnaissance de l'engagement
des collégiens, de façon à ce que... C'est-à-dire une reconnaissance du fait qu'un collégien s'est engagé par exemple, à aider des personnes âgées. Donc si un collégien a aidé des personnes âgées, s'est engagé, il aura des points supplémentaires au brevet. Il y aura une partie du brevet qui reconnaîtra son engagement civique, de façon à ce que, si vous voulez, on retrouve l'esprit de la République, qui est l'esprit de l'école de la République. C'est quand même tout à fait normal que l'école de la République, qui a accompagné la naissance, le développement de la République, qui est l'ossature de la République, que l'école de la République, n'ait pas peur d'affirmer l'esprit républicain. Et l'esprit républicain, c'est le civisme, c'est et qui fait le la loi à patriotisme. l'école, c'est la République. C'est la République, et la République est la plus forte. Nous sommes les plus forts, et de très loin, nous sommes évidemment l'immense majorité à vouloir la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, tout ce qui fait qu'on peut bien vivre tous ensemble avec nos différences. Tout ça, tout le monde le veut. Et c'est pas une minorité violente qui va s'imposer à nous, ni même les théoriciens de cette violence. Parce que n'oublions pas que derrière cet assassin, il y a tous ceux qui, depuis des années, sapent la République par leurs théories folles, celles qui veulent toujours mettre la France en situation de culpabilité, en situation de honte, qui jouent sur une culture de l'excuse, une culture de l'humiliation. Tout ça pour former des enfants à ne pas aimer le pays qui pourtant est le leur. Donc, quand ils font ça, ils font des choses graves. On doit être lucide sur ces enjeux, travailler à évidemment une forme de reconquête républicaine, sans peur et sans reproche. Merci Jean-Michel Blanquer, RMC, BFM TV, 8h55.